L'intervention de Monsieur Valéry. Alors, maître de conférence en sciences de l'éducation, ou tout du moins ancien maître de conférence en sciences de l'éducation, puisque je crois que vous êtes retiré de la vie active depuis quelques mois. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion de pouvoir d'agir, Merci à toute la direction de la Dabi en Mayenne de me faire confiance en m'ayant invité. J'espère que vous trouverez quelque chose. Bon, il va y avoir pas mal de convergences avec ce qui a été échangé lors de la table ronde et les propos de mon prédécesseur. Alors, plan de la présentation. Une conception de la finalité des interventions sociales. Donc c'est une conception parmi de nombreuses autres, c'est celle dans laquelle je me retrouve moi. Quelques caractéristiques de l'organisation des interventions sociales traditionnelles et leur remise en cause. Une posture favorisant le développement du pouvoir d'agir des personnes concernées par l'intervention. Et enfin, quelques mots sur l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir. Alors, pour la conception, je vais emprunter un certain nombre de citations à des auteurs différents, pour faire vite. Une citation de Daniel Moise. « Si la maladie ou la déficience diminue la qualité de vie, le fait de ne pas pouvoir décider par soi de ce qui est bon pour soi constitue alors l'atteinte qui rend l'épreuve définitivement insupportable. » Référence à Paul Ricoeur. Tout être humain cherche constamment à se dépasser et à s'épanouir, ce qui passe par la reconnaissance de certaines capacités fondamentales. Pouvoir dire, utiliser ses propres mots, pouvoir agir, pouvoir raconter et se raconter, et la question de l'imputabilité, s'octroyer et se voir octroyer la paternité de ses actions. Pouvoir dire, ça signifie quoi? Être capable de produire un discours sensé, utiliser ses propres mots. Il m'arrivait régulièrement de rencontrer des personnes en situation de handicap qui utilisaient les termes des professionnels, des médecins, etc., etc. Je me rappelle d'un entretien avec une personne, la première chose qu'elle me dit, je suis bipolaire. Voilà, terrible. En plus, je ne connaissais même pas la définition, que je ne connais toujours pas, du terme bipolaire, n'ayant aucune connaissance médicale. Voilà, la personne, les premiers mots qu'elle me prononce, alors que je venais pour une question de placement d'enfants et tout, je suis bipolaire. Voilà, donc vraiment permettre aux gens de parler d'eux-mêmes comme ils en ont envie. Quand il s'agit de parler de quelqu'un d'extérieur, c'est très difficile. Moi, à part utiliser le prénom et le nom de la personne, je ne sais pas comment faire. Je ne vous cache pas que quand il faut écrire un texte dans une revue, dans un bouquin et autres, voilà, à part le nom et le prénom, je ne sais pas comment faire d'autre. Pouvoir agir. Capacité de produire des événements dans la société. La souffrance, donc toujours Ricoeur, la souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir faire, ressenti comme une atteinte à l'intégrité du soi. Voilà, on connaît tous les travaux d'Henri Laborie, quand on n'est ni capable de se battre, ni capable de fuir, on devient fou. Donc vous voyez l'importance du pouvoir agir dans notre vie. Raconter, se raconter les histoires de vie, c'est-à-dire être capable d'échanger avec d'autres, de construire avec d'autres. Et ce qui relève de l'imputabilité, être fier de ce qu'on fait, pouvoir se revendiquer auteur, et pas seulement acteur, auteur des actes que l'on mène dans la vie. C'est moi qui ai été capable d'eux, et que les autres reconnaissent l'action qu'on a menée. Ah ben oui, tu vois, tu as été capable de faire ça. Voilà, ça c'est indispensable pour tout être humain, quel qu'il soit. La reconnaissance, chacune de ces capacités appelle un vis-à-vis. Le discours est adressé à quelqu'un capable de répondre. L'action se fait avec d'autres personnes qui peuvent t'aider ou empêcher. Le récit rassemble plusieurs personnes. L'imputabilité rend responsable devant autrui. C'est donc la réciprocité, la mutualité qui seules permettent de parler de reconnaissance au sens fort. Pour finir, deux autres citations. Georges Canquilhem, qui a énormément travaillé sur la norme, vous savez très bien le dégât que font tous les repères normatifs dans le social.
Je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence et de créer entre les choses des rapports qui ne viendraient pas sans moi. Christophe Desjours, être en bonne santé, c'est pour chaque homme, femme ou enfant, avoir les moyens d'un cheminement personnel et original vers un état de bien-être physique, mental et social. Et pour finir, Charles Gardou, qui a été mon directeur de doctorat, on établit trop souvent la relation avec ceux qui vivent le handicap au quotidien à partir de leur handicap, comme si leur manque suffisait à les définir, comme si une déficience sensorielle, physique ou mentale tenait lieu d'identité globale. On oublie qu'ils sont riches de leur histoire, de leur personnalité, de leur virtualité, de leur capacité à s'approprier à leur manière la réalité. Quelle que soit la lourdeur de leurs difficultés, tous possèdent un potentiel à actualiser. Voilà, donc l'approche à laquelle je me réfère aujourd'hui s'inscrit dans tous ces courants de pensée. On en vient maintenant à l'organisation des interventions sociales traditionnelles. On va attaquer par ce qu'on appelle l'hypothèse des carences, extrêmement privilégiée par les intervenants. Si une personne éprouve des difficultés d'adaptation ou d'intégration sociale, c'est parce qu'il lui manque quelque chose, en termes de formation, de confiance en soi, de motivation, etc., etc. Pour remédier à cette situation, il faut combler la carence. Corollaire, une fois la carence comblée, la personne n'aura plus de difficultés. Si la vie était aussi simple que ça se saurait. Cette référence met l'accent sur les carences plutôt que sur les habiletés et les compétences et ne tient pas compte de l'éventuel impact des composantes structurelles de la situation. Accès à différentes ressources. Donc deux choses. Plutôt que de partir d'une hypothèse des carences qui est, encore une fois, et vous le savez, extrêmement répandue parce qu'inscrite qui s'origine dans le domaine médical, on ferait mieux de partir d'hypothèses des compétences, comme ça a été évoqué précédemment. Le fait de tenir de côté toutes les composantes structurelles, on peut rejoindre ça à des travaux sur la liberté, en particulier un prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui distingue la liberté négative de la liberté positive. La liberté négative, c'est avoir le droit de. J'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. La liberté positive, c'est s'assurer que la personne va pouvoir exercer tous ses droits. C'est ce qui a été développé il y a quelques minutes. On dit souvent qu'il faut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que lui donner du poisson. Alors, premièrement, donner du poisson peut être un élément de survie dans certaines situations. Apprendre à pêcher, c'est bien beau. Encore faut-il s'assurer que la personne à laquelle on apprend à pêcher va disposer d'un plan d'eau dans lequel il y a des poissons comestibles, plan d'eau dans lequel elle a le droit de pêcher, plan d'eau auquel elle peut accéder, et qu'elle dispose du matériel pour pouvoir pêcher, etc., etc. Donc vous voyez, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte quand on parle de composantes structurelles. Privilégier cette hypothèse, c'est évidemment un risque de stigmatisation très fort, fait d'assimiler ce que vit la personne avec ce qu'elle est. Voilà. Ça a été vu tout à l'heure aussi. Alors, un autre élément qui est extrêmement répandu dans les pratiques sociales, c'est la posture du sauveur. Le sauveur sait ce qui est bon pour l'autre. Il ne s'appuie que sur ses propres connaissances, sur son propre point de vue pour conduire l'intervention. Il réfute l'intérêt de la prise en compte des connaissances issues de l'expérience. C'est là où on parle de prise en charge. Expression extrêmement répandue dans notre domaine. Prendre en charge quelqu'un, c'est décider à sa place. Accompagner, c'est quoi? C'est permettre la mise en valeur et l'appui sur les ressources dont dispose la personne. Ressources qui sont souvent cachées, effectivement, par des éléments très visuels, tels qu'une déficience ou autre. Une telle posture, celle du sauveur, provoque l'infantilisation des personnes auprès desquelles il intervient. L'intervenant les traite comme si elles étaient dépourvues de toute compétence. Et c'est là où l'intervenant développe une présomption d'incapacité des personnes concernées. Je le redis, si ce modèle est pertinent en médecine intensive, par exemple, il ne l'est pas du tout dans les interventions sociales. Pour ça, on le retrouve quotidiennement. Où, dans tous les temps de réflexion portant sur les personnes concernées par les interventions, personnes en situation de handicap et proches, en leur absence. C'est-à-dire que réfléchissez à toutes les réunions dites cliniques
réunion dite de synthèse, dans lequel on aborde la situation des personnes en long, large, en travers, en leur absence. À quoi tout ça sert? Et qu'est-ce qui est vraiment pertinent dans tout ce qu'on échange? Il est évident qu'on ne peut pas travailler sans analyse de pratique, sans supervision. Mais dans ces temps-là, ce n'est pas la personne concernée qui est centrale, elle est un élément de contexte dans la réflexion. Donc vous voyez, quand on parle d'hypothèse des carences, ça se manifeste dans ces temps de réflexion. Ça se manifeste aussi au niveau des écrits. Tous les écrits réalisés par les intervenants portant sur les personnes concernées par les interventions. Il est effectivement beaucoup plus facile d'écrire sur que de permettre à la personne d'écrire elle-même. C'est beaucoup plus difficile, ça prend plus de temps semble-t-il, mais les impacts ne sont pas du tout les mêmes. Et toutes les actions dans lesquelles les intervenants pensent et font à la place des personnes concernées. Et ça, on sait aussi que c'est quand même très répandu. Alors ça s'explique. Moi, j'ai pendant 15 ans été en responsabilité d'un département de formation travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, etc., plus des licences pro. Bon, déjà, les formations sont à l'envers. Déjà, l'organisation des diplômes d'État sont à l'envers, vont dans ce sens-là, où on réfléchit à la place d'eux. C'est-à-dire que toutes les épreuves, études de situation et autres, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à la place des personnes concernées. On donne des solutions, on produit ce qu'on appelle un diagnostic aujourd'hui, etc., etc. Donc le problème remonte là. Déjà, en termes de formation, les choses ne tournent pas rond selon l'approche que je vous présente. Et ça fait beaucoup de dégâts, puisque ça empêche la personne de s'exprimer elle-même, etc., etc. Donc, l'impact de la référence à cette hypothèse et cette posture, l'aide apportée ne résout pas le problème et la personne connaît un échec supplémentaire. Comme on dit, la personne vient avec un problème, elle en repart avec deux. Risque de double victimisation, fait de reprocher à la personne de ne pas réussir à s'en sortir malgré l'aide apportée. Voilà, ce qu'on retrouve dans les rapports, la personne n'adhère pas à la mesure, la personne n'a pas voulu ceci, cela, etc., etc. Donc c'est quand même des façons de voir l'aide à apporter aux personnes qui est très délétère. Il est maintenant bien établi que les difficultés de participation des personnes concernées par des interventions sociales sont plus liées aux conditions associées à cette participation qu'à la volonté des personnes concernées de s'engager activement. Voilà, c'est un point de vue sur cette question de participation. Participation qui n'est pas une fonction, on le sait. Alors, après avoir dénoncé un certain nombre de biais, on va passer à des propositions. En s'intéressant d'abord au texte officiel, je fais référence au rapport Bourguignon, je vous rappelle, qui était à l'époque député, qui a produit, suite aux États généraux sur le social, qui ont en grande partie foiré, qui avait repris quand même le boulot amorcé, et qui a remis un rapport à Manuel Valls, qui était à l'époque Premier ministre, rapport qui a été discuté au niveau du gouvernement. Le travail social n'est pas un travail sur autrui, c'est un travail avec autrui. La posture attendue n'est donc plus dans une expertise sur les autres, mais dans une expertise avec les autres. Passer du diagnosticien au maïeuticien. L'enjeu est de passer du modèle de l'expertocratie, modèle médical avec des rôles séparés, ceux qui savent et ceux qui disent leurs problèmes, professionnels usagers, au modèle de catalyseur. Le catalyseur en chimie permet une réaction, mais se retire à la fin. Il a seulement permis que la réaction se produise. Voilà, donc si vous voulez, c'est quand même un texte officiel qui débouche sur le décret Cazeneuve, un des derniers décrets qui est signé le Cazeneuve alors qu'il était Premier ministre en mai 2017. Alors cette définition s'appuie sur une définition internationale. Le travail social s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celle-ci étant associée à la construction des réponses à leurs besoins. Alors, vous avez un mouvement, le mouvement d'été Carmonde, qui bosse là-dessus depuis 30 ans. Ça fait 30 ans, si vous voulez, que ce mouvement, dans le cadre de l'accompagnement des personnes vivant des situations de grande pauvreté, a travaillé cette question-là. Selon ce modèle, pour comprendre,
Pour appréhender une situation et être capable de construire une réponse aux problèmes posés, il faut articuler ces trois champs. Savoir théorique, soyons modestes. Dans le social, on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas de théorie d'éducation spécialisée. Il n'y a pas de théorie du travail social. Il y a eu des grands débats toutes ces dernières années sur le travail social, etc. Pour l'instant, ça a débouché sur rien du tout. On ne dispose pas de théorie donc, du travail social. On a des emprunts dans des disciplines, sociologie, psychologie, anthropologie, etc., économie, tout ce qu'on veut, mais on sait la difficulté qu'il y a à faire le lien entre ces différentes disciplines et que la question de la pluridisciplinarité est loin d'être réglée. Savoir d'action. Par contre, les intervenants sont forts. Ils réussissent à force d'expérience, à force de mimétisme, les jeunes s'inspirant des anciens, à mettre en place des actions qui ont une grande valeur et qui permettent quand même à certaines personnes de sortir à tête de l'eau. Mais on est dans ce que ATD Carmonde appelle des savoirs d'action. Moi, je préférais parler de connaissances issues des pratiques, peu importe. Voilà comment les métiers se transmettent, hein, c'est beaucoup à travers les stages, en regardant faire les anciens, qu'on nous-mêmes on reproduit, etc., etc. Et enfin, les savoirs expérientiels, tout le monde en possède. Tout le monde est capable de tirer des enseignements de sa propre vie, sous réserve des conditions qui le permettent. Voilà. Tout ça pour dire que pour, encore une fois, appréhender une situation, il faut tenir compte de ces trois pôles sans en privilégier un seul. Hein. Mais ça, c'est un schéma qui ne passe pas du tout au niveau de l'université. Hein, c'est-à-dire qu'actuellement, des recherches menées réellement d'un bout à l'autre avec les personnes, on les compte sur le doigt d'une main dans le social. Tant qu'il s'agit d'aller recueillir de l'information, il n'y a pas de souci, on va vers les gens, mais quand il s'agit de traiter ces informations, les gens sont exclus du processus. Parce qu'effectivement, compliqué à mettre en place. Alors, adoption d'une posture de passeur, pour ne pas aller sur celle de sauveur ou de contrôleur dont je n'ai pas parlé, parce que ça se pose moins dans votre champ. L'intervenant adoptant une posture de passeur s'écarte de celle de sauveur. Et ce, en prenant en considération les connaissances issues de l'expérience des personnes concernées par l'intervention, en les articulant avec les savoirs dits d'action et les savoirs théoriques, référence au modèle précédent. En favorisant pleinement les démarches de négociation entre personnes concernées par l'intervention et intervenants. Ces personnes sont alors véritablement reconnues comme auteurs de leur parcours de vie. Seules les personnes concernées et leurs proches vont pouvoir dire qu'est-ce qui est viable pour eux. Viable, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir être mis en œuvre immédiatement, sans conditions préalables, etc., etc. Voilà, ce sont les seuls capables. On ne peut pas le dire de l'extérieur. Nous, on va les aider à mettre en forme, mais on ne peut pas amener les réponses à leur place. Gardou, il ne s'agit ni de professionnaliser les familles, ni de parentaliser les éducateurs, mais de conjuguer leurs compétences respectives. Les parents recherchent moins des spécialistes capables de prendre en charge leur enfant que des éducateurs disponibles qui les secondent pour mieux le comprendre et savoir agir avec lui. Ils attendent que l'on reconnaisse leurs ressources éducatives qui réclament d'être confortées par le soutien des professionnels. Pour mémoire, Gardou, professionnellement, était professeur à l'Université Lyon 2, et je ne dévoile rien puisqu'il l'écrit dans des bouquins, et lui-même parent d'une jeune femme autiste. Donc, vous voyez bien qu'il vivait les choses de l'intérieur aussi. Le recours à l'action. Si l'expression est nécessaire au changement, elle n'est pas suffisante. C'est le passage à l'action qui s'avère transformateur, qui favorise la prise de conscience. Il s'agit de permettre aux personnes concernées de faire l'expérience de la mise en mouvement de leur potentialité, de leur permettre d'être en mesure de s'attribuer le mérite de la réussite d'une action, aussi mineure paraît-elle, de se percevoir auteur. Alors là, il y a plusieurs choses. Une remarque par rapport à la discussion tout à l'heure, par rapport à la discussion, à l'inclusion, et aux expériences. Dans cette approche, on épaule modestement les personnes à tenter des actions, mais lorsqu'on a une très forte probabilité de réussite. On part du principe que les personnes qu'on accompagne ont suffisamment éprouvé de sentiments d'échec dans leur vie pour ne pas en rajouter. Donc on les accompagne sur des affaires qui comptent pour elles, mais dans une politique de ce qu'on appelle le pas proximal. C'est-à-dire, on va dans la direction qui compte pour elles,
mais on va avancer à une allure qui semble réaliste. Et là, c'est très difficile, hein, vous doutez bien. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait un échec au bout. Alors voilà, donc tout le boulot, ça va être de négocier avec la personne et ses proches, et quand je dis ses proches, des parents, des frères et sœurs, des oncles, des amis qui comptent, etc., etc., de négocier avec ces personnes la façon dont on va tenter un mouvement dans une direction qui compte. Mais encore une fois, en se mettant le maximum de chances de son côté pour que ce mouvement aboutisse à un sentiment de succès. Voilà, le boulot, il est là selon cette approche. Et qu'évidemment, en bout de ligne, nous on accompagne, mais que la personne puisse dire « j'ai été capable de », etc., etc. Donc le but du passeur, contribuer à la réalisation d'objectifs jugés importants par les personnes concernées, donc objectifs, c'est pas nous de les définir, à ce que celles-ci fassent un pas proximal en direction de ces objectifs. Favoriser l'affranchissement de ce que les personnes concernées vivent comme un obstacle. L'affranchissement, c'est pas faire avec. Faire avec, on est dans l'adaptation. L'affranchissement, c'est soit franchir, soit contourner l'obstacle, soit avoir le sentiment que ça n'en est plus un. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée-là. On n'est pas dans une idée d'adaptation. Alors, les principes guidant les modalités d'intervention, aider les personnes concernées à mettre en forme leur idée, négocier avec elles la visée. Donc on est sur des suggestions. On ne va pas dire aux gens c'est comme ça ou comme ça qu'il faut faire. On va suggérer parce que nous-mêmes on ne le sait pas. Encore une fois. Négocier avec elles la visée d'un objectif dont la probabilité d'atteinte est forte, pas proximale, et ce en s'appuyant sur les ressources, les talents disponibles ici et maintenant. Ne pas poser de conditions préalables, vous n'êtes pas prêt, vous manquez de motivation, etc., etc. On part avec les gens ici et maintenant. On entend trop souvent la phrase « tant que vous n'êtes pas motivé, on ne peut pas attaquer ça, là, vous n'êtes pas prêt, etc., etc. » On part avec les gens tels que les affaires se présentent maintenant. Pas de conditions préalables. Contribuer à prendre en compte les composantes personnelles, talents, motivation, etc., et structurelles de la situation. Accès à diverses ressources législatives, économiques. C'est-à-dire que dans cette approche, on va vraiment prendre en main les deux composantes personnelles et structurelles. C'est-à-dire qu'on part du principe que si quelqu'un rencontre des problèmes, c'est qu'il va y avoir une part, et là je ne la quantifie pas évidemment, qui relève de chacune de ces deux composantes. Donc le boulot, ça va être aussi d'intervenir sur les composantes structurelles. Faire évoluer la législation, etc., etc., développer des ressources, etc. Ne pas standardiser les interventions, prendre en compte les caractéristiques spécifiques de la situation. Alors là, ça remet en cause tous les modèles de fonctionnement standardisés. Hein. C'est-à-dire des temps minutés pour tel type d'intervention, etc., etc. Ben non, parce que chaque personne est singulière. Donc, on va faire avec la singularité de chaque personne. Voilà. Et puis, ce qui peut être fait dans tant de temps, avec de telle façon, avec tel moyen pour telle personne, ce sera différent avec telle autre personne. Favoriser la prise de conscience par les personnes concernées des éléments ayant contribué d'une part au blocage initial de la situation, d'autre part à son déblocage, voilà, pour que les personnes puissent après faire seules, et ce dont elles seront beaucoup plus fières. Alors, tout ça, c'est dans le cadre d'une approche dite centrée sur le développement de pouvoir d'agir. Ça me prendrait des années à vous présenter précisément cette approche, qui est issue effectivement de l'idée d'empowerment, qui vient donc de terme qui a été mis en forme dans les années 60-80 par des psychologues de la côte ouest des États-Unis, mais qui avaient des emprunts aussi en Amérique latine, etc. Terme qui avait été utilisé par les féministes au début du XXe siècle et autres pour faire avancer leurs droits. Voilà, donc cette approche découle de l'empowerment, mais s'en est écartée pour des raisons extrêmement diverses. Donc, est élaboré à partir de la formalisation d'interventions ayant fait la preuve de leur intérêt, c'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, on va sur le terrain, on est énormément sur le terrain, et on essaie de comprendre avec les personnes ce qui marche pour le diffuser, de voir ce qui ne marche pas pour tenter d'y remédier, etc., etc. C'est vraiment un gros boulot sur le terrain, n'est pas organisé en théorie, il ne s'agit pas de dire c'est une nouvelle théorie. Par contre, se réfère à des références théoriques, Ricoeur, Arendt, etc., etc.
et constitue un cadre de référence susceptible d'orienter le mode d'exercice des personnes engagées dans les interventions sociales. Pouvoir d'agir, une définition, possibilité concrète pour des personnes ou des collectivités d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. Quand on parle de pouvoir dans cette approche, alors là, travaux d'Hannah Arendt, n'est pas du tout associé à l'idée de puissance, ne renvoie pas au désir de domination, est associé à l'application concrète du possible, renvoie à la possibilité de créer une différence dans le cours des événements. Donc on est dans des questions de marge de manœuvre. L'exercice effectif d'un pouvoir d'action dépend à la fois des opportunités offertes par l'environnement et des capacités des personnes à exercer ce pouvoir. Donc voilà, l'idée de pouvoir, je vous le dis bien, il ne s'agit pas de dominer l'autre. Dans cette approche, on n'est pas du tout dans un rapport de force, on est dans la négociation. Donc, pour pouvoir la mettre en œuvre, mise en œuvre des 4 axes de ce modèle, bon là, ce n'est pas le lieu de détailler, mais enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une approche qui est extrêmement précise sur les principes, qui ne donne pas d'outils, parce qu'on n'est pas dans la boîte à outils, on est sur des principes dont les modalités de mise en œuvre vont être extrêmement contextualisées, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on intervient, d'abord, il faut savoir sur quoi on intervient, donc problématiser la situation, ce qui est déjà une phase très très difficile, et je pense qu'il y a de nombreuses interventions qui foirent parce qu'on a mal posé le problème initial, on s'en est limité à une demande, etc., une analyse de besoins, alors que les besoins sont souvent des flux extérieurs, enfin bref. Donc une fois qu'on a problématisé, on met en œuvre cette grille pour élaborer des solutions aux problèmes avec 4 axes, vous voyez, unité d'analyse, acteurs en contexte, c'est-à-dire prendre en compte les composantes structurelles, prise en compte des contextes d'application, pas de standardisation, implication des personnes concernées dans la définition du problème, des solutions envisageables, on est vraiment sur la négociation, introduction d'une démarche d'action conscientisante de chaque situation traitée, il faut que tout le monde en tire des enseignements pour faire mieux la fois suivante. Voilà, je vous remercie pour votre attention.